Cette table ronde consacrée à islam, islamisme, antisémitisme, justement, on va essayer de s'y retrouver, va faire écho évidemment à ce que l'on vient d'entendre, mais aussi à ce que l'on a entendu ce matin à travers les propos de Jérôme Fourquet, le sondage de Jérôme Fourquet, et à travers la table ronde justement sur tous les problèmes sémantiques qui, comme l'a rappelé d'ailleurs Drake O'Brooke, embarrassent le débat finalement. Donc je me présente Christophe Devoogd, je suis le président du conseil scientifique de la Fondapol, le partenaire de cet événement, et je suis aussi professeur d'histoire à Sciences Po, personne n'est parfait. Et je voulais justement un petit peu aborder avec cette double casquette le travail que nous faisons à la Fondapol depuis longtemps, parce que depuis 2014, nous avons lancé des enquêtes sur l'antisémitisme et l'islamisme, soit séparément, soit ensemble. Ces enquêtes, voilà, il y en a 4, dont la dernière, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, est de janvier 2022, donc on peut difficilement faire mieux, sur l'opinion des Français, et notamment des Français de confession musulmane, mais pas seulement, j'insiste là-dessus. Et puis aussi, je le signale, une publication qui a fait beaucoup de bruit dans le monde, plus qu'en France d'ailleurs, parce qu'elle est en anglais aussi, sur les attentats islamistes depuis 1979 jusqu'à 2021. Cette publication, c'est la recension intégrale, et elle est unique au monde, de tous les attentats islamistes qui ont été commis, où, quand, comment, par qui et contre qui. Bien, justement, ces problèmes méthodologiques, je voulais un peu les aborder, parce qu'il y a quand même quelques universitaires ici, et je crois qu'il faut absolument les débrouiller avant que nous rentrions dans la table ronde avec mon amie Alexandra. Et Günther, qui je crois est en ligne. Bon, vous savez, toutes ces enquêtes sont souvent critiquées parce qu'il y a des enquêtes qualitatives, des enquêtes quantitatives. Nous avons pratiqué les deux. Parce que les questions posées sont différentes. Par exemple, pour mesurer l'antisémitisme, va-t-on dire antipathie, comme nous le faisons, ou défiance, comme font d'autres, ou êtes-vous défavorable aux juifs ? Ce n'est pas rien. Vous aurez des réponses différentes. Si vous dites défiance ou antipathie, vous n'aurez pas les mêmes réponses. La différence des critères. Qu'est-ce qu'un critère ? Qu'est-ce qu'un préjugé antisémite ? Je vous pose la question. Est-ce qu'un critère comme les juifs sont très unis entre eux a le même poids qu'un critère comme les juifs dominent la politique ? Vous voyez, toutes ces questions se posent et rendent l'interprétation parfois difficile. Nous avons sélectionné 6 puis 8 items et nous les avons répétés depuis 2014, ce qui nous donne quand même un petit avantage sur la concurrence parce que nous pouvons suivre l'évolution de l'opinion. Et elle a évolué. Et puis, il y a toujours ce problème français que nous connaissons tous, c'est-à-dire l'absence, au nom de l'universalisme républicain, qui a plein d'avantages, comme le rappelait Zineb tout à l'heure et Jamila, mais qui a aussi un inconvénient, c'est que nous ne disposons pas de statistiques sérieuses, complètes en matière ethnique et religieuse. Et ce problème-là, nous allons le voir, entraîne quelques conséquences de fond. Ces difficultés méthodologiques, en effet, ont été exploitées, voire surexploitées par tous ceux qui, comme disait Peggy, ne veulent pas voir ce que l'on voit. En recourant à un bon vieux procédé que tout révisionnisme, car il s'agit de révisionnistes, connaît, et que moi j'étudie beaucoup en tant qu'historien, qu'on appelle l'hypercriticisme, c'est-à-dire l'attaque systématique des données au nom de problèmes méthodologiques. Ces critiques visent toujours, ce qui est déjà un petit peu suspect d'un point de vue scientifique, à minimiser ou à nier l'existence d'un antisémitisme islamiste, musulman et ou, je laisse encore ça de côté, et ce sont souvent les mêmes, un antisémitisme d'extrême gauche. Or, je constate que, pour un sujet que j'ai un peu étudié de près, on retrouve là fonctionner les mêmes sophismes, ce que nos amis anglais appellent les fallacies, que Pierre Vidal-Naquet, dans son merveilleux livre qui s'appelle « Les assassins de la mémoire », avait détecté chez Forisson, le grand négationniste. Par exemple, le raisonnement circulaire. L'antisémitisme, entre guillemets, étant d'extrême droite par nature, les actes antisémites sont imputables à l'extrême droite, CQFD. Et à ce sujet, nous verrons qu'il y a
Un problème avec les statistiques allemandes sur lequel j'interrogerai tout à l'heure Günther Jekeli, qui part, semble-t-il, un petit peu de cette idée. La deuxième critique adressée à nos études et à celles de nos amis de différentes fondations est bien connue, c'est ce qu'on appelle l'argument par ignorance, l'argument ad ignorantiam. Puisque nous n'avons pas de statistiques ethnico-religieuses, il n'y a pas d'antisémitisme musulman. Je n'invente pas, hein. Ce sont des reproches qui nous ont été faits. Troisième sophisme, ce qu'on appelle le pars pro toto. Votre méthodologie est défaillante sur un point, donc votre étude est fausse. Quatrième, ce qu'on appelle l'argument de l'homme de paille. Vos études présentent tous les musulmans comme des antisémites, ce qu'aucune étude ne prétend et ne dit jamais. Quatrième, ce qu'on appelle l'attaque ad hominem par recadrage théorique. Vous parlez comme l'extrême droite. Vous alimentez, je cite, les fantasmes islamophobes. Et bien sûr, les deux totems que nous avons entendu dénoncer ici, à juste titre, amalgame et stigmatisation. Last but not least, ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Alors ça marche très très bien sur ce sujet. La cause de l'antisémitisme, d'accord, allez, disons qu'il y en a un, est due à la politique colonialiste d'Israël dans les territoires. C'est QFD encore. Or, ce qu'on peut opposer à tous ces arguments dont vous appréciez la bonne foi, mais qui sont servis malheureusement par des chercheurs nombreux, et je dirais même dominants dans l'université française, ne nous y trompons pas. Eh bien, ce qu'on peut leur opposer, c'est que toutes les études faites par tout le monde, donc par la Fondapol à travers les années, mais aussi par tous les instituts, par vraiment tous les travaux français et internationaux, je pense aux travaux de Dominique Schnapper en France, par exemple, arrivent aux mêmes conclusions. Voilà qui neutralise donc ces fameux effets méthodologiques et ces fameux sophismes. Du coup, nous arrivons à ce que je pourrais appeler 6 points de consensus de l'ensemble de la littérature disponible. En ce qui concerne la France, on peut considérer que l'antisémitisme dans la population générale est en baisse, légère baisse, mais reste encore substantiel. Quand on interroge les Français sur les préjugés antisémites, là encore on peut discuter de ce qu'est un préjugé ou d'un cliché, etc. On a encore des réponses assez hautes, entre 20 et 30%, sur les Juifs sont plus riches que les autres, par exemple, sur les Juifs dominent dans les médias. Et surtout, la situation des Juifs français telle qu'ils la narrent eux-mêmes est tout à fait préoccupante, puisque à 53%, ils se disent victimes d'insultes et à 20% d'agressions physiques. C'est quand même considérable. Je vous rappelle que la France se distingue tristement en Europe par le désir de sa population juive de partir, de quitter la France à 46%. C'est très au-dessus de ce qu'on trouve ailleurs. Alors cet antisémitisme, qui est donc en baisse, mais il est surreprésenté dans plusieurs groupes. Alors évidemment, comme diraient nos objecteurs habituels, dans l'extrême droite. Eh bien, c'est tout à fait vrai. L'extrême droite, c'est-à-dire les électeurs, on va dire, on n'avait pas encore les électeurs d'Éric Zemmour, mais les électeurs proches du Rassemblement national, sur les questions items antisémites, sont entre 5 et 10 points au-dessus de la moyenne nationale. C'est indiscutable. Ce qu'on dit moins, et c'est très curieux, parce que je le disais à un journaliste présent, c'est que les médias ont moins relayé, alors qu'ils ont beaucoup relayé notre étude, un autre fait. C'est que l'extrême gauche est exactement au même niveau que l'extrême droite sur les items antisémites. C'est un fait que personne, à mon avis, ne rappelle. Il est même supérieur sur 4 des 8 items. Donc vous avez là un fait oublié, négligé, peut-être passé sous silence, mais qui peut-être explique certaines évolutions de la vie politique française. Suivez mon regard. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on s'aperçoit, et là c'est aussi intéressant, je parle aussi pour les journalistes politiques s'il en reste, on s'aperçoit que l'électorat ex-FN s'est beaucoup rapproché de la moyenne nationale, et tant mieux, sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, au début, on va dire, dans la première phase
de la direction de Marine Le Pen, les items antisémites étaient plébiscités à l'extrême droite. C'est beaucoup moins le cas. Du coup, égalité avec l'extrême gauche. Je tiens les chiffres, je ne voulais pas vous assommer de chiffres, mais je peux vous les donner. Troisième groupe, la population musulmane par rapport à la population générale. Et pas seulement, il faut bien le dire, dans ce qu'on peut identifier comme la mouvance islamiste. Je vous ai dit que pour l'extrême gauche et l'extrême droite, on est à 5 à 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Dans la communauté musulmane, on est entre 10 à 30 points par rapport à la population générale, au-dessus des réponses de la population générale. Un seul chiffre, quand on interroge les Français, éprouvez-vous de, nous avons dit choisi l'antipathie contre, la réponse dans la communauté musulmane, c'est 15%, dans la population générale, c'est 5%. Alors, ces données sont intéressantes et c'est une question qu'on abordera avec Alexandra et Günther, qui est la question de la fameuse tenaille identitaire, vous vous souvenez, dont on parle beaucoup. Est-ce que cet antisémitisme des deux côtés, mais il faut déjà retenir à l'esprit qu'il est beaucoup plus fort, c'est comme ça, dans la communauté musulmane, et on va voir en particulier dans quelle partie de cette communauté. On sait aussi que dans les enquêtes de victimisation qu'on a faites nous à la Fondapol, mais qui ont été très faites à l'étranger, on sait, c'est un fait général aussi, que la majorité, relative souvent, mais la majorité des attaques physiques, je dis bien, contre des juifs sont le fait de personnes d'origine musulmane. Ça, c'est un fait qui est établi partout, en Europe en tout cas. Et je rappelle aussi, j'ai cherché la date, je n'ai pas réussi à la trouver, qu'il n'y a eu en France aucun juif tué par quelqu'un de l'extrême droite depuis, je vous point d'interrogation, je n'ai pas réussi à retrouver la date, donc ça doit faire quand même longtemps. Malheureusement, comme le rappelait il y a un instant David, on ne peut pas en dire autant vis-à-vis de personnes se réclamant de la religion musulmane, même si, évidemment, on peut contester leur orthodoxie. Alors, autre question, la question de l'antisémitisme et de la pratique. Alors, les études, notamment celle de Günther Gickeli, j'interrogerai, semblent marquer une corrélation avec cette idée que plus la pratique est forte et plus l'antisémitisme est fort. D'autant que cette pratique est plus littéraliste. Cela, justement, était un vrai sujet de débat et là-dessus, je voudrais un peu nuancer les choses, car on s'aperçoit que c'est très différent selon les degrés de pratique. Et ce ne sont pas forcément, et je parle devant deux imams, ce ne sont pas forcément les musulmans les plus pratiquants qui sont les plus antisémites. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est très souvent chez les pratiquants occasionnels. Je laisse le champ de l'interprétation. Voilà, donc ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a bien un antisémitisme répandu dans une forte minorité ou une courte majorité de la communauté musulmane, mais qui est bien plus fort et surtout beaucoup plus agressif chez ce qu'on appelle les radicalisés. Quatrième consensus, le fait palestinien, la question d'Israël, est de plus en plus présente dans les sources de cet antisémitisme, posant l'éternel débat, antisémitisme et ou antisionisme. En tout cas, c'est très clair, la haine d'Israël pour les Français en général est considérée comme la cause première de l'antisémitisme. C'est la cause deuxième pour les musulmans, qui considèrent, eux, que la cause première, ce sont les idées d'extrême droite. Ce que nous avons vu ne correspond pas à la réalité. Cinquième point, et ça c'est une chose qui me touche beaucoup en tant qu'historien parce que c'est mon cours à Sciences Po, c'est la question de la compétition victimaire et je voudrais attirer votre attention là-dessus, car ça me semble être le ressort peut-être dynamique, le plus important qui se produit en ce moment. Et pas seulement entre musulmans et juifs, pas seulement entre les uns et les autres en France, mais globalement à l'échelle du monde. Il suffit d'ailleurs, n'est-ce pas, de faire un petit tour du côté de l'Europe orientale pour savoir à quel point les guerres d'aujourd'hui se nourrissent des usages du passé. Sur l'horloge qui court, Christophe. Oui, je fais très attention.
C'est-à-dire, je suis à... Ah, on est censé terminer à 30. Ah, mais il fallait le dire avant, monsieur l'organisateur. On était censé commencer à 30 aussi. D'accord, mais on va rattraper. Bien, je vais aller plus vite alors sur cette partie, mais ce qui me paraît quand même malheureusement la plus importante, c'est que notamment ce qui est le recours le souvenir de la Shoah, que l'on voit de plus en plus banalisé, voire concurrencé, y compris dans la population générale. 35% des Français pensent que la Shoah prend une place excessive par rapport à d'autres tragédies. Ce pourcentage monte à 59% dans la population musulmane. Et là, je terminerai là-dessus, cher David. Pour te complaire, cette question pose vraiment un enjeu général qui me touche évidemment comme historien et comme professeur d'histoire, et que je constate malheureusement en discutant avec mes étudiants, c'est la question de l'enseignement de cette Shoah qui est de plus en plus faible et, vous le savez aussi, de plus en plus empêché dans nombre d'établissements français. Donc, autant de sujets que nous allons essayer d'aborder ou de préciser avec deux experts. On va rattraper un peu de temps sur le fait que il n'y aura que deux experts. Et là, je vais jouer plutôt le rôle de modérateur avec Alexandra Leniel-Lavastine, que tout le monde connaît sur ces sujets, puisqu'elle a travaillé déjà il y a quelques années sur islamisme, populisme et antisémitisme dans son essai sur la pensée égarée. On va essayer de ne pas égarer notre pensée, Alexandra, aujourd'hui. Et puis, question, oh là là, elle en fait peut-être un peu exprès, mais elle nous met au défi de pourquoi serions-nous encore prêts à mourir depuis 2017 ? Et c'est une question qui, vous le savez, prend une actualité particulièrement brûlante. Et enfin, son tout dernier livre, qui est plutôt un recueil d'historiens, Alexandra étant à la fois philosophe et historienne, Journal de Ponari de Kazimierz Sakowicz, un témoignage oculaire sur la destruction des Juifs de Lituanie. Alexandra a réussi à retrouver cette source sur un des aspects de la Shoah, très peu connu, vous le savez, en France et en Occident. Voilà, donc je vais changer de position, et dans tous les sens du terme, et je vais tout de suite poser une question pour lancer le débat à Alexandra. J'ai beaucoup parlé du déni vis-à-vis de l'antisémitisme musulman. Alors je dis tout de suite, et ou islamiste, parce que c'est un enjeu qu'il faut absolument préciser. D'où vient, comment expliquer ce déni, particulièrement fort en France, mais pas seulement en France, je dirais globalement en Europe occidentale. Merci. Le micro marche. Alors oui, à propos du déni, il me semble en effet qu'on est là face peut-être à la maladie la plus spectaculaire en Occident de ce début du XXIe siècle et qui sans doute apparaîtra comme un mystère pour les historiens de demain. Et ça me fait penser un peu cette histoire de déni pour cadrer les choses au début d'un article de mon ami Benoît Raïski qui disait ceci. Il y a eu Ilan Halimi et vous n'avez rien dit. Et puis il y a eu Mohamed Merah et vous n'avez presque rien dit. Et puis il y a eu Charlie. On a dit un peu, on a marché. Mais enfin, il s'agissait jamais que de dessinateurs islamophobes et de juifs. On n'allait pas en faire toute une histoire. Bon. Et puis ensuite, il y a eu le Bataclan. Et là, les Français ont entrouvert un œil sur le réel qu'ils ont refermé aussitôt. Mais là, ils se sont aperçus que ce fléau planétaire qu'est l'islamisme était universel et pouvait toucher tout le monde, y compris, comme disait Raymond Barre, des Français innocents. Alors, le problème de ce déni, c'est qu'on n'est plus seulement maintenant dans le déni, on est dans les dispositifs de repli aussi du déni. Quand le déni est trop énorme et n'est plus crédible, notre imagination est sans fin. Vous vous souvenez peut-être du début des années 2000. On avait à la une de tous nos journaux les enfants perdus du djihad. C'est extrêmement mignon, un enfant perdu, on a envie de lui porter secours. Bon. Après, on a eu les loups solitaires, jusqu'à ce qu'ils deviennent tellement nombreux que finalement, on a fini par parler de meute, mais il a fallu attendre quand même l'automne 2014 pour que le loup solitaire de Cazeneuve, c'est-à-dire du gouvernement Hollande, rentre dans sa tanière pour faire place à un fléau
planétaire. C'est quand même très tardif. Donc tous les dispositifs de repli, vous savez ça aussi bien que moi, ont consisté, une fois qu'on ne pouvait plus nier, à minimiser, et puis ensuite à excuser, et puis à euphémiser, et à psychiatriser aussi, bien entendu, l'ennemi. Donc, ouf, encore un fou, ou alors c'est un fumeur de joint, ou alors on n'est jamais à court d'idées. Vous vous souvenez, pendant le Covid, on a eu cette fois c'était comment, un confiné aigri. Voilà, un type qui avait poignardé plusieurs personnes, je ne sais plus où, parce que ça devient... Alexandra, oui. Pourquoi? Oui, alors pourquoi? Bon, j'y arrive. Je crois qu'il y a deux choses, deux moteurs essentiels. D'abord, c'est la peur. La peur de dissonner avec l'idéologie culturelle dominante. C'est pas drôle de le faire, je peux vous le dire, on le paye au prix fort. Et donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à payer un prix pour leurs convictions. C'est comme ça. D'autre part, il y a le problème que les assassins, comme vous le disiez, n'ont jamais le bon profil. C'eût été un nervi d'extrême droite qui aurait assassiné les enfants juifs ou Sarah Halimi, toute la France serait descendue dans la rue. C'était un islamiste, toute la France a rasé les murs. Et je crois que donc il y a beaucoup de lâcheté. Et pour voir ce que l'on voit, vous citiez Peggy tout à l'heure, il faut il faut avoir le courage de le voir. Il y a un courage de la lucidité. La lucidité, c'est pas seulement une opération intellectuelle, c'est aussi une dimension de l'homme debout qui suppose un certain courage. Et je vois que l'imam Chalgoumi comprend très bien ce que je suis en train de dire. Et maintenant, pour la cause profonde, je le dirai en une phrase, je crois que la véritable étrangeté, c'est que tout se passe comme si les Européens du XXIe siècle étaient partis de l'idée fixe, mais de l'idée folle, selon laquelle, en quelque sorte, pour en finir avec les grandes tragédies sanglantes du XXe siècle, il fallait en finir avec le tragique lui-même. Donc, on a tous lu Antigone avec trois choses. D'abord, avec la fatalité. Ça nous tombe dessus sur les bons comme sur les méchants. Et de façon indiscriminée. On ne veut plus entendre parler de ce genre de fatalité. Et quoi de plus terrible qu'un ennemi qui vous tombe dessus sans prévenir? Deuxièmement, le tragique, c'est le sens de la finitude, c'est-à-dire comprendre que nous vivons peut-être une parenthèse démocratique, que nos civilisations sont mortelles et que ces gens-là sont des ennemis du genre humain comme de la civilisation tout court, qu'elle soit islamique ou occidentale. Et troisièmement, le sens du tragique que nous avons malheureusement perdu, et on le voit aujourd'hui avec l'Ukraine, c'est effrayant, c'est que le tragique implique, c'est la fameuse notion de dilemme, qu'on fasse parfois des choix douloureux qui nous obligent à trancher dans le vif. Voilà trois choses dont nous ne sommes plus capables, dont nous avons complètement perdu le sens. Ce désaveu du tragique qui constitue, je crois, aujourd'hui presque le principal moteur de nos sociétés est un désastre. Ce fut un désastre pour l'islamisme et ça l'est encore. Ça a été un désastre au début du Covid. On n'a pas percuté, on a eu 10 jours de retard à l'allumage et c'est encore un désastre avec la guerre en Russie, c'est-à-dire en Europe. Moi, je vis entouré de gens qui se croient encore en paix, je ne comprends pas comment, et on nous a fait quand même pendant un mois le coup de la crise ukrainienne pour éloigner le danger et ne pas le voir. Voilà. J'en finis là. Merci là de l'utilité du point de vue philosophique, Merci. Alexandra. Je crois que c'est en effet une question tragique. J'en profite pour saluer Günther Jekeli, qui est donc aux États-Unis, si je ne me trompe. Oui. Et Günther, qui est professeur associé à Indiana, qui est ici très précieux pour nous, puisqu'il est vraiment le roi du comparatisme sur ces questions. Il connaît aussi bien la situation de l'Europe que celle du Moyen-Orient, que celle évidemment de l'Allemagne et de l'Europe orientale. Et je crois que c'est très important, notamment parce que j'ai cité, moi, surtout le cas français, puisque c'est celui que nous avons étudié de plus près, de voir où l'on en est, notamment, et j'en profite, Günther, si vous le voulez bien, pour vous demander une petite précision sur le cas allemand, où les Allemands juifs disent qu'ils sont attaqués par des gens d'origine musulmane, et où la police allemande dit qu'ils ont été attaqués par des néo-nazis. Si vous pourriez donc éclairer notre lanterne. Et je crois que vous avez une petite présentation. Oui. Bonjour, merci Christophe. J'aurais préféré être avec vous à Bruxelles aujourd'hui. Il semble qu'il se passe beaucoup de Oui, à Bruxelles, choses, en fait. Oui. Ah oui, dans cette ville. Ouais, ces derniers jours, c'est en tout cas ce que je vois d'ici, de l'autre côté de l'Atlantique. Ben, je préparais mon court discours en anglais, donc je vais passer à l'anglais maintenant. Peut-être il faut quelques secondes pour la traduction.
Et effectivement, j'ai préparé une petite présentation que je vais mettre en ligne maintenant. Voilà. So, I've been Donc, j'ai fait des recherches sur l'antisémitisme en Europe pendant 15 ans. Et tout ce que je vais vous dire se fonde sur des dizaines d'entretiens menés avec des musulmans nés en Europe ou qui sont venus plus récemment de Syrie. Et je vais faire référence à différentes études qui portent sur différents pays européens. Il ne fait pas de doute que l'antisémitisme radical est devenu une des plus grandes menaces qui pèsent sur les juifs. Il y a également l'antisémitisme de l'extrême droite, et l'antisémitisme d'extrême gauche est moins violent qu'il ne l'était il y a quelques décennies. Donc il y a bien sûr une certaine résonance sur les réseaux sociaux et dans certaines mouvances intellectuelles. Cependant, l'ensemble des juifs qui ont été assassinés en Europe au XXIe siècle, parce qu'ils étaient juifs, ont été assassinés par des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liées à l'idéologie djihadiste. La plupart de ces assassinats ont lieu en France, mais il y a également eu des meurtres au Danemark et à Bruxelles, au musée juif. Il y a un nombre de musulmans qui ne sont pas non plus djihadistes, qui ne sont pas islamistes, mais les idées islamistes ont pénétré la pensée mainstream. Et donc il faut s'intéresser à tout cela de manière plus précise. Toutes les études sur les comportements antisémites sont ventilées entre les populations musulmanes et non musulmanes et ont donc établi qu'il y avait qui ont montré que les musulmans avaient plus de chances d'être d'accord avec des déclarations antisémites que des non-musulmans. Les musulmans en Europe ont 3 fois plus de chances que les non-musulmans d'être d'accord avec 6 propos antisémites sur 11. Il y a des grandes différences concernant la France. Mais globalement, on a une vingtaine d'études qui prennent la même direction. Alors, il y a certains problèmes méthodologiques pour certaines d'entre elles, mais tout montre clairement que les musulmans ont plus de chances d'avoir des comportements antisémites ou d'exprimer des idées antisémites de manière plus ouverte. Donc, les études portant sur des juifs qui ont été victimes d'incidents antisémites font état de différents actes, mais en fonction des pays, la plupart des auteurs de ces actes sont musulmans. Ça, c'est une enquête à l'échelle de l'Europe de 2018. Alors, pourquoi personne ne naît antisémite? Alors, pourquoi est-ce que les musulmans ont plus de chances aujourd'hui d'exprimer de l'antisémitisme? Nombre de ces études ont établi des corrélations donc, avec les revenus, l'éducation. Il y a... Mais ce ne sont pas des facteurs qui jouent énormément. Le fait de s'identifier en tant que musulman, c'est le facteur prédominant, et Christophe en a parlé. Bien sûr, il y a énormément de musulmans qui ne sont pas antisémites, qui n'ont pas de comportement antisémite, mais les musulmans ont plus de chances. Les musulmans ont plus de chances de s'identifier à des propos antisémites que des musulmans qui se définissent comme laïcs. Et donc il s'agit c'est une question d'identité et de lien avec son identité musulmane. Et donc j'ai posé des questions pendant mes entretiens donc avec des musulmans. Donc pourquoi est-ce qu'ils avaient des points de vue antisémites s'ils en avaient? Donc il y a beaucoup de théories de complot et des stéréotypes antisémites du genre les juifs sont riches. Donc ce sont également des clichés qui sont partagés par la population générale dans nombre de pays. Aujourd'hui, l'antisémitisme en Europe augmenterait s'il n'y avait pas de musulmans en Europe. Ça, c'est ce qu'on a pu voir.
Donc il y a également la diabolisation d'Israël qui est utilisée directement ou indirectement pour attaquer les Juifs, mais nous pourrons y revenir. Quoi qu'il en soit, la référence à l'identité musulmane, parfois à l'identité arabe, joue un rôle. Il y a parfois une référence au Coran, il y a une réflexion générale en fait, le raisonnement général, c'est les musulmans et les juifs, entre guillemets, ont toujours été ennemis et continueront d'être des ennemis. Donc les islamistes ont réussi en fait à imposer l'idée sur laquelle les juifs sont l'ennemi et que les musulmans luttent contre les juifs pour défendre l'Oumma. Et les musulmans, on voit dans certains contextes musulmans, dans certains milieux musulmans, qu'il y a une haine des juifs, il y a l'antisionisme et des théories du complot antisémites, et que tout cela c'est devenu la norme et c'est alimenté par l'islamisation, comme cela a été mentionné. Parfois, il y a un manque de résistance à ce type de pensée, et puis il y a une pénétration dans les cercles familiaux. Et parfois, les enseignants, les journalistes cherchent des excuses au lieu de dénoncer certains points de vue ou choisissent d'ignorer certains propos. C'est ce qu'on voit. Tout cela devrait donc aujourd'hui être une évidence. Christophe a donné un exemple de la manière dont certains universitaires participent de cette ignorance. Et je serais heureux d'en parler plus en détail avec vous. Merci. Est-ce que vous m'entendez, Günther? Oui, maintenant? Oui. J'ai une traduction ici. Si vous voulez poursuivre en français, on peut, pas de problème. Beaucoup de questions, vous voyez, beaucoup de confirmations. Je tiens aussi quand même à donner l'autre revers de la médaille, qui est intéressant aussi, parce qu'on voit que les musulmans, tout de même, il y a une forte minorité de musulmans qui marquent de la compassion. Par exemple, 40% des musulmans français considèrent qu'on accuse les juifs quand les choses vont mal. Oui, donc c'est intéressant. Alors, pas mal de questions. Est-ce qu'on peut dire, c'est pour vous deux, peut-être Günther d'abord sur ce point, est-ce qu'on peut dire que l'antisémitisme est en augmentation? Les Français considèrent que oui, hein, mais on sait qu'il est en augmentation depuis le début du siècle, mais les statistiques du ministère de l'Intérieur en France marquent une diminution depuis 2 ans. Alors, Covid ou pas Covid, quelle est la tendance générale? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une augmentation factuelle, hein, je ne parle pas dans les esprits, de l'antisémitisme ou pas? Les statistiques ne sont pas bonnes, celles dont nous disposons. Il n'y a que 3 pays qui font des efforts pour avoir des statistiques sur les incidents antisémites: le Royaume-Uni, la France et plus récemment l'Allemagne. Nous n'avons pas de statistiques de bonne qualité. Et pour les auteurs, c'est aussi très compliqué. Il n'y a pas de stats. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au moins en France et au Royaume-Uni, il est très clair que depuis le début du siècle, depuis le début des années 2000, il y a une augmentation des incidents antisémites et d'une année sur l'autre, il y a des fluctuations, mais ça reste à un niveau plus élevé que dans les années 90, par exemple. Pour dire, on voit très bien les pics au moment notamment des intifadas. On les voit très bien en France, on les voit partout en Europe, montrant bien la nouvelle relation entre la question israélo-palestinienne et l'antisémitisme européen. Alors une question pour vous, Alexandra. Justement, une chose un peu contre-intuitive, en tout cas pour moi c'était contre-intuitif. Dans notre enquête Fondapol, on s'aperçoit que, curieusement, les jeunes musulmans interrogés font preuve de moins de préjugés antisémites que leurs aînés. Alors qu'on a l'impression, je dirais la rumeur,
Est-ce que ça vous a surpris et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, deux choses. Je vais vous répondre en 2 points. D'abord, je crois qu'on dit que l'antisémitisme est en baisse d'après les statistiques, mais il ne faut quand même pas oublier, je crois que c'était en 2016, qu'on découvrait, effaré, que l'antisémitisme avait explosé de plus 60%. Même Libé a fait sa une là-dessus, c'est vous dire. Bon. D'autre part, j'habite en ce qui me concerne en Seine-Saint-Denis. Donc, même si je travaille au quartier latin, j'ai quand même les 2 pieds dans le réel, contrairement à un certain nombre de mes petits camarades. Et donc, je vais laisser un peu les statistiques pour vous parler du réel. Bon, que s'est-il passé dans mon 9-3 Ilan Halimi, bien entendu, le chef du gang des barbares, était devenu un seigneur. Ensuite, on a eu Mera, c'était naturellement un complot unanime de la DGSI. Bon, il y a eu Charlie, il ne l'avait pas volé, bien entendu. Et ensuite, il y a eu le Bataclan. Et donc là, j'étais vitrifiée, je descends le lendemain matin du Bataclan au café du coin, là où aucun journaliste ne rentre sans sortir en tutu. Mais comme j'habite le quartier depuis longtemps et que ces jeunes devenus des caïds jouaient avec mon fils à la maison le week-end quand ils avaient 3 ou 4 ans, ils me parlent, ils me connaissent et ils répondent à mes questions. Et donc, je les interroge. Vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit. J'avais un vague espoir. Comme ils s'en étaient pris à un match de foot et puis en plus à des jeunes à un concert, je me suis dit que peut-être là, ils nous diraient « Ah là, quand même, ils ont abusé ». Bon, pas du tout. Ils m'ont dit 2 choses. Premièrement, il ne s'était rien passé. Bon. Deuxièmement, on n'est pas à une contradiction près. Ah oui, ils me disaient, je vous cite parce que ça ne s'invente pas, tu fais pitié, tu crois quand même pas ce qu'on nous raconte à la télé. Deuxièmement, ils m'expliquaient qu'il s'agissait d'un complot. Alors, la citation, c'est quoi, madame, avec tout mon respect, les gros salauds, les barbares, les criminels qu'il faudrait régler à la calache, c'est les juifs. Mais ça, tu ne pourras pas l'écrire dans ton journal vu qu'ils contrôlent tout. Bon, et le groupe approuvait, j'étais avec plein de jeunes, je suis restée 3 ou 4 heures dans le café, il n'y a que ces pourris pour monter un coup pareil, et franchement, les Français doivent en avoir marre de les avoir, ils ont bien le droit d'être chez eux en France. Voilà, et puis il y a une 3e version, un qui dit, il y a aussi les francs-maçons, et puis les sionistes qui tiennent la télé et l'État français entre leurs mains, et les journalistes qui sont des vendus, qui prennent leurs ordres à Tel Aviv. Hein, donc un autre me dit aussi, il y a forcément un truc derrière tout ça, vu qu'un musulman, ça tue pas, tuer, c'est haram, c'est marqué dans le Coran. Bon, voilà. Alors, c'est très amusant parce que cet article est paru dans le Figaro Vox. Et puis, au bout de 5 minutes, ils ont eu tellement la trouille qu'ils soient en ligne qu'ils l'ont enlevé. Mais enfin, il avait déjà été très partagé. Donc, ils l'ont remis, ils l'ont réenlevé. Et puis, ils ont éprouvé le besoin, le Figaro, hein, de mettre un chapeau en disant cette opinion est ultra minoritaire. L'épicier tunisien d'à côté, il me dit il est très très bien ton article, c'est ce qu'on entend tous les jours, mais pourquoi ce journal de droite dit que c'est minoritaire? C'est très majoritaire. Voilà. Alors, bon. Si même le Figaro, alors là vraiment. Bon, et il est toujours plus accessible en ligne. Il est accessible ailleurs, mais plus sur le Vox. Il faut un peu de réel, n'est-ce pas, mais pas trop Mais en tout quand cas, même. je crois que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on creuse. En tout cas, c'est la question générationnelle. Car c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important, et qu'on creuse sur tous les items, notamment voir s'il y a des items qui parlent plus aux jeunes ou plus aux personnes plus âgées. Ce qui est frappant, en tout cas, ça c'est une chose très originale, je la signale, c'est que l'antisémitisme, donc les réponses aux items antisémites, est aussi forte, voire plus forte, chez les musulmans très diplômés. Et ça, c'est une caractéristique qu'on ne retrouve pas dans la population générale, où l'antisémitisme est plutôt populaire. Et ça recoupe tout ce qu'on disait ce matin. Et ça, tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des révolutions islamistes savent que la révolution iranienne, pour aller vite, a été faite par les ingénieurs. Hein. Donc, je crois que c'est assez intéressant. Oui, mais Christophe, ce qui compte quand même ici, c'est que ce sont des jeunes qui ne sont pas du tout cultivés, bien sûr, qui sont shootés en ligne. On imagine, quand on lit ça, ils ne savent pas ce que c'est qu'un franc-maçon, mais enfin, on voit bien quel genre de site ils consultent. Et qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est même pas une idéologie. Est-ce que c'est de l'antisémitisme? Ils savent tous que je suis juive. Bon, c'est pour ça qu'ils remplacent juif. Ils ont remplacé juif par sioniste. Moi, perso, ils ne m'agressent pas, ils me connaissent. Je suis une daronne de quartier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de bouillie, là. Une bouillie où rentre à la fois un substrat culturel, bon, les parents. Quand vous regardez quand même les chiffres sur les préjugés antisémites dans les pays du Maghreb ou les pays musulmans, c'est quand même entre 80 et 90%, même les statistiques, les études de l'ONU. Bon, donc il y a une composante culturelle, chez beaucoup, pas chez tous, bien sûr. Une composante idéologique, c'est-à-dire qu'ils
passent leur temps à consulter des trucs islamistes sur le net. Et puis, je crois, une troisième composante très importante qu'il ne faut pas négliger, c'est cette passion triste dont nous parlait Spinoza, qui est l'envie. C'est-à-dire, le juif, c'est par excellence celui qui réussit, qui fait des études et qui s'intègre. Donc, c'est l'occidental dans toute son horreur. Et là, il y a un très fort, je crois qu'il y a une très forte dimension ressentimentaire aussi. Voilà. Alexandra, il faut que je passe absolument la parole à Günther, qui n'a pas voulu répondre sur ma question sur l'Allemagne. C'était ces étranges statistiques allemandes où, quand on est un juif allemand, on dit qu'on est plutôt attaqué par des gens d'origine musulmane, alors que la police allemande nous dit que non, c'est l'extrême droite allemande. Yeah. This is a very easy question to answer. But before I answer this, I want to emphasize what we just heard about. Alors, tout d'abord, on vient d'entendre parler des musulmans dans certains quartiers de Paris. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a des normes qui n'ont pas été établies en ce qui concerne l'antisémitisme. C'est finalement des modes de réflexion donc qui est lié très étroitement à des modes de pensée antisémites. Donc on a des personnes qui sont animées par des modes de réflexion et ils interprètent le monde de manière conspirationniste. Et c'est ce qui est apparu dans certains de nos entretiens avec des Syriens d'ailleurs. Les personnes les plus ancrées dans leur vie n'étaient pas les plus préoccupées par tout type d'idéologie, y compris l'islam, et ils mettaient en doute au moins, ou ils ne suivaient pas forcément ces modes de réflexion idéologiques axés sur la théorie du complot. Et pour répondre à votre question, c'est très facile. De manière traditionnelle, en Allemagne, les incidents antisémites sont toujours classés comme provenant de l'extrême droite. C'est en raison de l'histoire de l'Allemagne. Pendant des décennies, donc il y avait des nazis, des néo-nazis, qui faisaient des graffitis antisémites, qui collaient des autocollants. Et donc comment est-ce qu'on a ces données? Donc si on a un policier qui voit une croix gammée sur un mur, qu'est-ce qu'il va cocher comme case? Est-ce qu'on va le classer extrême droite, extrême gauche, musulman? Donc en général, on le classe à l'extrême droite. C'est comme ça qu'on obtient nos données. Donc c'est pas forcément très fiable. C'est pourquoi il faut prendre en compte les études qui portent sur les juifs. Il y en a eu 2 en Allemagne. Donc souvent les musulmans étaient mentionnés comme étant en général les auteurs principaux, mais les données, encore une fois, ne sont pas très bonnes là-dessus. Et en Allemagne, les néo-nazis sont plus forts qu'en France et qu'au Royaume-Uni, ça il faut le préciser. Donc il y a beaucoup d'incidents antisémites qui sont causés donc, par des néo-nazis, mais ce n'est pas forcément couvert par les statistiques. Toujours de voir les vraies différences et les fausses ressemblances, comme disait Marc Bloch. J'ajoute un point qui relativise en effet les statistiques, même si quand même il faut bien s'y raccrocher. Et moi qui me mets toujours mal à l'aise quand on dit l'antisémitisme baisse, par exemple, c'est que dans notre enquête Fondapol, on s'aperçoit que la population juive dit elle-même qu'elle ne porte pas plainte à 80%. Ce qui fait qu'elle a 80%, c'est quand même statistiquement bouleversant, je veux dire, c'est effondrant, ça effondre la statistique. Vous pouvez difficilement faire une enquête... c'est pour ça que l'enquête de victimation est parfois plus importante que les chiffres de la police. Parce que là, on a plus le vécu. Mais 80% qui ne portent pas plainte, évidemment, ça mine les statistiques officielles.
il n'y a pas que sur l'antisémitisme, entre parenthèses, hein, sur d'autres sujets, on sait que c'est un biais statistique fondamental. Alors je voudrais, avant que David ne me gronde, je voulais juste terminer sur cette question, puisqu'il y a en effet encore une extrême droite vigoureuse en Allemagne, je crois encore plus en Europe orientale, Günther, hein, je crois, in Eastern Europe. Hein. Bon. Eh bien, comme il y a cette tenaille, cette extrême droite forte, l'exemple français, quoi qu'on en dise, montre que l'extrême droite n'est pas responsable des actes les plus violents, et encore une fois, en tout cas pour l'électorat du Front National, il y a un recul des préjugés antisémites. Est-ce qu'on peut parler, comme on l'entend quand même beaucoup en France, de tenaille identitaire? Do you get the word? Tenaille identitaire. L'idée que les Juifs seraient les victimes à la fois de l'extrême droite et des islamistes. Ce sujet en France, c'est aussi pour toutes sortes d'autres enjeux, mais par exemple l'antisémitisme, est-ce qu'on peut dire, eh bien les Juifs sont pris en tenaille entre d'un côté l'extrême droite et de l'autre l'islamisme? Je dis bien l'islamisme, là. Yeah, I mean, sure. I mean, the Jewish communities that. Bien sûr, les communautés juives en Europe, après la Shoah, sont beaucoup plus réduites et doivent être protégées, de plus en plus d'ailleurs, à travers l'Europe. En Allemagne, ils ont dû être protégés dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais on le voit maintenant aussi dans d'autres pays. Et la menace physique vient de l'extrême droite et aussi de l'islamisme, des islamistes, de plus en plus. Et ils doivent prendre des mesures de sécurité, comme vous le savez tous. Zineb Razoui. Oui, bien sûr. Mais... oui. Certains de ces mouvements, mais des individus qui sont radicalisés deviennent tellement violents, mais la plupart des gens n'agissent pas en fonction des idées. Et on le sent aussi, Sonia a dit que dans son quartier, les gens avec qui elle parle haïssent les Juifs en général, mais ils n'agissent pas à chaque instant. Donc elle n'est pas attaquée. Mais cette façon de penser est toujours là. Et dans certaines circonstances, les gens peuvent devenir violents lorsque cette norme qui dit que les Juifs sont mauvais, hein, c'est partagé. Personne ne le questionne. Et donc le niveau de violence est faible. C'est ce que je vois. Cette norme doit être écrasée, on en a débattu. Elle doit être débattue, ne pas être acceptée. Mais ce qu'on voit même dans le Figaro, où le débat est évité, même dans le Figaro, c'est ce que je vois. C'est un développement très dangereux. En général, dans la vie quotidienne, et en Allemagne certainement, mais aussi dans la plus grande partie de la France et en Angleterre, les gens ne rencontrent pas de Juifs. Ce qu'ils rencontrent, c'est des images qu'ils ont dans leur tête. Ils ne connaissent pas de vrais Juifs. Et donc c'est des projections. Et ça a à voir avec eux, avec le monde. Ils ont cette image des Juifs. Et ça devient de plus en plus négatif. Et c'est soutenu par la façon dont ils s'identifient, eux, en tant que musulmans, ou pour l'extrême droite en Allemagne, en tant qu'Allemands. Et ça va main dans la main. Des néo-nazis qui s'identifient en tant qu'Allemands, pour moi, il est clair que les Juifs, les Allemands, ça va pas ensemble. Et même chose pour les musulmans qui ont ces idées identitaires, et c'est pourquoi que je souligne que ces idées qui sont là, qui sont fausses,
mais que les musulmans et les juifs ont toujours été ennemis. Alexandra. Je parle de la France, là. L'Allemagne est un cas différent. Vous parliez de l'Europe de l'Est. Je suis aussi une spécialiste de l'Europe de l'Est. Un sondage de 2006 en Lituanie, 97% des Lituaniens disent avoir beaucoup d'antipathie à l'égard des Juifs et en avoir marre, concurrence, que les souffrances juives supplantent les souffrances lituaniennes, 97%. Bon, je ne crois pas, premier point, qu'en France, l'immense danger, ce soit l'extrême droite néo-nazie, même si on a quelques affreux identitaires, bien sûr. Je crois néanmoins que tous les antisémitismes ont pour effet de se décomplexer. Je crois que l'antisémitisme de type arabo-musulman a aussi contribué à décomplexer un peu l'antisémitisme d'extrême droite, sans que celui-ci soit aujourd'hui, en France, encore une fois, le principal danger. Bon, là, il y a un aveuglement volontaire aussi absolument terrible, parce qu'en fait, c'est la bien-pensance qui a fabriqué Marine Le Pen, enfin en tout cas ses scores aujourd'hui, et c'est aussi ces hordes de bien-pensants qu'on remercie qui ont fabriqué le phénomène Zemmour. Bon, parce que les gens en ont marre de ça et donc renversent la table. Deuxième remarque, c'est que à chaque fois que la France est attaquée dans ses marges, il se trouve que se forme toujours un parti collabo. Hier, ce parti collabo était d'extrême droite. Aujourd'hui, il est d'extrême gauche. Jacques Julliard le dit en un mot, mais je l'avais dit avant lui. Il dit le parti collabo aujourd'hui, c'est le parti du pas d'amalgame à tout crin, le parti du vivre ensemble à n'importe quelle condition, c'est-à-dire à tout prix, ou alors le parti des catholiques, ça c'est Emmanuel Todd qui égorge Charlie, quand ce sont les islamistes qui massacrent. Donc, je crois que ce parti collabo, je n'hésite pas sur le terme, a changé de camp. Et je crois aussi que le principal danger, au fond, c'est la cécité des uns et l'indifférence du plus grand nombre. Et pour recommencer avec mes petits poèmes en ski, tout à l'heure je vous citais Raïski, je vais vous citer un tout petit poème de Bruno Jelenski, un merveilleux poète juif polonais assassiné par Staline en 1938. Et Jelenski disait ceci: « Ne crains pas tes amis car ils ne peuvent que te trahir. Ne crains pas non plus tes ennemis car ils ne peuvent que te tuer. Mais par contre, crains les indifférents car eux ne tuent pas, eux ne trahissent pas, mais c'est par eux que le crime et la trahison survient toujours dans l'histoire. » Bon, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? C'est qu'on n'a en France aucun réveil depuis l'été 14. En 2017, État à nouveau français complètement schizophrène. D'un côté, au même moment, c'est concomitant, on juge l'horrible frère Mera, celui qui était complice, et le parquet requiert perpétuité, et simultanément, le parquet requiert contre qui? Contre l'historien Georges Bensoussan, l'homme qui nous a expliqué le phénomène, dont Mera est précisément l'illustration. Il fallait le faire quand même. Et il fallait surtout, à mon avis, punir Georges Bensoussan pour sa clairvoyance de 2002 dans les territoires perdus de la République. À l'époque, c'était circulé, il n'y a rien à voir, vous êtes une bande de fachos. On a ainsi réussi l'exploit de perdre une génération entière, c'est-à-dire quoi? La génération djihad. À l'époque, ils avaient 3 ou 4 ans. Ils étaient rattrapables. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Et je voudrais aussi saluer la remarque très courageuse de l'imam Oubrou après les crimes de Mera. Parce que ça, je ne l'ai pas entendu. Enfin bon, l'imam Chalgoumi est exemplaire, mais je ne l'ai pas entendu chez d'autres personnes, des personnalités que vous, monsieur Oubrou. Vous avez dit qu'à Bordeaux, il y avait un certain malaise chez les musulmans, une sorte de silence gêné, une sorte, vous employez l'expression, de véritable difficulté psychique chez beaucoup à se désolidariser de leur brebis galeuse, disons, sans avoir le sentiment ou sans avoir peur de trahir leur communauté. Et puis cette petite idée que, bon, on tue tellement d'enfants palestiniens en Israël, pourquoi pas quelques-uns ici? Voilà, j'avais trouvé cette remarque très juste, très lucide et très courageuse. Il faudra songer à conclure. Eh bien, c'est sur ces remerciements et sur ces questions, parce que je pense que nous n'avons fait que les évoquer. Je crois qu'il faudra travailler beaucoup sur les différents antisémitismes, aussi bien dans la population générale qu'au sein de l'islam, culturel, idéologique. Je crois qu'il y a plusieurs antisémitismes
au sein d'une même communauté et plusieurs antisémitismes entre les communautés. Donc ça fait du travail pour les chercheurs. En tout cas, je crois qu'on est tous d'accord sur un point, moi qui me tient beaucoup à cœur, c'est que encore faut-il chercher. Encore faut-il vouloir chercher, et je pense que j'espère avoir l'accord un peu général en concluant sur le fait, à propos de la cécité dont parlait Alexandra, ou des mauvaises statistiques, volontairement mauvaises, on peut dire, avec un biais d'intentionnalité évident, je crois qu'on ne découvrira rien si on ne veut rien découvrir. Donc, je crois que c'est un message qu'il faut adresser et qu'il faut surtout faire respecter. Encore une fois, j'y suis particulièrement sensible dans le monde universitaire. Je vous remercie.